très douloureuse, parce que c'est dans cette nuit du 17 au 18 février que j'ai eu toutes les informations sur ce qui se passait à Abidjan, par des appels recoupés. Et comme vous le savez, le devoir d'un ambassadeur, c'est de rendre compte automatiquement par les notes, mais dans le cas précis, le président Gbagbo était déjà en Italie, donc je l'ai appelé à son hôtel. Il ne dormait pas, puisque la situation, il avait déjà les premières informations. Donc je lui ai donné ces informations-là. Et j'ai vu l'homme qui a eu un moment de silence. Il a dit, bon, écoute, tu me rappelles à nouveau tout à l'heure. Je l'ai rappelé, la situation devenait de plus en plus grave. Et c'était douloureux de lui annoncer, voyez-vous, l'assassinat de son ministre de l'Intérieur, de notre camarade Bogadoudou. Bon, il en était informé, bien entendu, par les camarades et par les ministres sur place. Et c'est dans la même nuit qu'il a pris la décision. Il avait déjà formé cette décision de revenir en Côte d'Ivoire, de mettre fin donc à sa visite, interrompre pour se rendre en Côte d'Ivoire. Donc très tôt le matin, nous avons à nouveau communiqué au téléphone. Il m'a dit, bon, écoute, Koudou, moi je pars directement à Abidjan. Mais je t'envoie Simone et les autres, ils vont passer par chez toi, ils vont passer par Paris. Mais moi je vais directement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo, face à son destin, ne fuit jamais. Il a dit, c'est moi que le peuple de Côte d'Ivoire a élu. Lorsque la Côte d'Ivoire fait face à une situation aussi grave, je ne suis pas un homme à aller me cacher dans un autre pays pour sauver ma peau. Je vais pour faire face, trouver la solution qui soit la plus acceptable pour le peuple de Côte d'Ivoire qui m'a élu. Mais je t'envoie Simone. Oui, avec le président Gbagbo, on discute, on parle, je parlais, etc. Mais j'ai vu que c'était sur un ton ferme qu'il m'a dit qu'il rentrait en Côte d'Ivoire. La suite, nous la connaissons. Dans l'avion qui le ramenait en Côte d'Ivoire, il était pratiquement seul, accompagné du pilote et puis une ou deux personnes tout au plus. Alors qu'il était venu en visite officielle, avec toute une délégation, il a dit, c'est moi seul qui ai été élu par la Côte d'Ivoire, par le peuple de Côte d'Ivoire. Je vais face à mon destin. Donc, Simone et les autres sont passés par Paris. Paris avait souhaité, entre guillemets, que Gbagbo vienne en France. Oui, bon, tu seras le bienvenu, etc. Mais personne n'a su dire au président Gbagbo ce qu'il avait à faire. Il a dit, je vais à la rencontre de mon peuple. Mais il ne s'est pas caché pour venir à Paris, où il aurait été peut-être empêché de reprendre un avion pour partir en Côte d'Ivoire. Et c'était bien vu, parce qu'après, j'ai pu mettre Simone et les autres dans un avion, mais je ne pense pas qu'il aurait été aussi aisé si
le président Gbagbo était venu d'abord en France. Je ne suis pas sûr du tout qu'on lui ait donné la possibilité de se rendre en Côte d'Ivoire et le coup d'État qui avait été monté, donc sur la base donc, de cette attaque, c'était pour un coup d'État qui va se muer en rébellion par après. C'est bien parce qu'on n'avait pas mis dans le schéma, certains n'avaient pas mis dans leur schéma que le président Gbagbo dirait « moi je viens ». Tous connaissent les réflexes de nombre d'anciens chefs, de certains chefs d'État africains qui ont préféré prendre la poudre d'escampette et trouver refuge dans le premier pays voisin. Personne, en tout cas dans leur camp, n'avait misé sur l'hypothèse que le président Gbagbo reviendrait pour faire face. Et donc ça a changé un peu la donne. Mais mes souvenirs restent rivés sur cet élément. Chef, le ministre Bogadoudou a été sauvagement abattu. Et les occasions de transférer son corps donc, à la résidence, puisqu'il n'y avait pas d'autre lieu symbolique pour déposer, je ne dirais pas conserver, puisque nous n'avons pas de chambre de conservation pour les corps à la résidence. Mais il fallait y veiller. Tous les autres ministres assaillis. Ça a été une période très dure, très difficile. Mais je sais que vous avez parlé de... Par après, quand on ne s'attendait pas à ce que le président Laurent Gbagbo réagisse comme il a réagi et qu'il fasse face à la rébellion, donc maintenant, qui s'était constituée dans la mesure où ils n'ont pas réussi leur coup d'État, qui se sont transformés en rébellion, qui avait ses bases arrières au Burkina Faso, soutenue discrètement par la France. Il a fait face, avec le peu de moyens disponibles pour l'État, s'entend. Pas pour l'individu qui n'a jamais cru que les solutions étaient par les armes. Les armes lui ont été imposées pour faire face à l'État. Pour faire face. Il a demandé l'application des accords de coopération, donc l'assistance. La France, ils ont dit non. C'est moi qui, en tant qu'ambassadeur, reçois copie dont je suis porteur pour la partie française. C'est un conflit ivoiro-ivoirien. C'est même un conflit au sommet de l'État. Et donc la France n'a pas à intervenir dans un conflit interne, dans un conflit au sommet de l'État. Conflit ivoiro-ivoirien. Ils n'ont rien fait. C'est pourquoi, plus tard, quand la même France se retrouve aux côtés de la rébellion, cette fois-ci de manière ouverte, nous lui posons la question de savoir ce conflit ivoiro-ivoirien, ce fameux conflit au sommet de l'État, a-t-il changé de nature pour que, avec les mêmes acteurs, avec la même rébellion, vous vous trouviez du côté de la rébellion pour bombarder les symboles de l'État de la Côte d'Ivoire, la résidence du chef de l'État, au point même d'attenter à sa vie. C'est parce que c'est par miracle que Gbagbo et tous les autres ont réchappé. Mais Tagro, le ministre Tagro, n'en est pas revenu. Conflit au sommet de l'État, conflit ivoiro-ivoirien, dans lequel vous vous retrouvez dans un camp, alors que vous n'avez pas voulu être aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire, comme les accords le stipulaient. De cette manière, le problème aurait été réglé depuis longtemps. Mais non content de ce que, chez Eyadema, au Togo, les accords de négociation allaient bon train et que les choses allaient se régler, la France a délocalisé les accords
la négociation à Marcoussis. Nous en avons été informés comme ça. En l'absence de l'État de Côte d'Ivoire, c'était les partis politiques et les rebelles, les organisations rebelles. Ils avaient eu le temps, les rebelles, de créer artificiellement d'autres organisations pour venir faire masse et pour pouvoir imposer une majorité artificielle au parti du président Laurent Gbagbo et à ce qu'on pouvait estimer être encore ses alliés. Marcoussis, c'est un peu cela, la délocalisation d'une négociation qui tendait à aboutir pour faire une autre négociation pour dérouler le tapis aux rebelles, mettant ainsi scandaleusement sous le boisseau la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je rappelais. Mais enfin, ici, c'est la Constitution de 1958. En son article 62, dernier alinéa, qui stipule que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont l'objet d'aucun recours et s'imposent à tous. Ici, les présidents français, les institutions, etc., sont très respectueuses de la Constitution. Mais dans nos pays, on ne les respecte pas. Une constitution est sacrée. Les lois dans un pays, c'est sacré. Et c'est ce qui fonde le caractère démocratique d'une nation. Quand on dit un état de droit, c'est cela. Mais si vous respectez l'état de droit chez vous et que vous ne le respectez pas dans d'autres, vous n'êtes pas un démocrate. En tant que chef, peut-être chez vous, vous êtes un potentat chez les autres. Alors, ici, les arrêts du Conseil constitutionnel s'imposent impérativement à tous. Mais l'arrêt du Conseil constitutionnel ivoirien, qui a proclamé le président de la République de Côte d'Ivoire comme étant Gbagbo, président élu à 51,45%, cette décision s'impose à tous. Le Conseil constitutionnel ne peut même pas y revenir. Il ne peut même pas revenir là-dessus. C'est la prescription. Ça s'impose à tous. Au nom de quoi? La communauté internationale, amenée par la France, qui était à la manœuvre pour imposer son homme, l'ami de Sarkozy à la tête de la Côte d'Ivoire, non seulement par les bombes, mais par l'instrumentalisation de la résolution 1975 et s'abritant sous le motif de la destruction des armes lourdes, s'est attaqué violemment, de manière inacceptable à l'État de Côte d'Ivoire, à ses symboles, à la vie de nombre d'Ivoiriens. C'est scandaleux. C'est du jamais vu. Avez-vous déjà vu dans cette histoire contemporaine un chef d'État d'un pays européen aller s'attaquer au symbole d'un autre État européen, l'extirper, le remettre à ses adversaires, on va dire à ses ennemis? Ça ne s'est jamais vu. Le président Ouattara, le président Sarkozy, à l'époque, le dit très bien dans un entretien avec des journalistes. Nous avons dégagé Gbagbo Laurent, on a installé Ouattara. Ce n'est pas beau à entendre. Ce n'est pas un démocrate qui s'exprime ainsi. Et voilà tout le drame. Le drame de nos États africains dans leur cheminement pour constituer des États de droit, pour installer la démocratie,
pour construire leur développement, la source de leurs problèmes, à un trépied dont l'un des pieds se trouve en Europe, l'autre en Afrique. Dans cette idéologie néocolonialiste de la France-Afrique, on pense qu'il faut conserver des précarés par rapport à nos intérêts. Mais ce que faisant, ce que disant, vous devenez contradictoire par rapport au fait qu'aujourd'hui, la globalisation impose des marchés totalement ouverts. Au nom de quoi un marché qui se présente en Côte d'Ivoire, devrait-on le réserver simplement à tel ou tel pays? C'est la compétition. Et suivant l'expertise de telle ou telle entreprise, qu'elle soit française, ou italienne, chinoise ou autre, qui va finir par s'imposer. Mais au nom de quoi veut-on nous imposer une décision simplement favoritiste pour un pays, pour un autre? L'indépendance d'esprit, l'indépendance dans les actes qu'il posait, ont toujours montré que Gbagbo avait une vision pour son pays. Un pays développé, certes, dans une coopération basée sur une philosophie du gagnant-gagnant, ce qui ne veut pas dire, comme on l'a dit ici, Gbagbo est un anti-français, mais c'est faux. Gbagbo n'a jamais été un anti-français comme il n'a jamais été un anti-quelque chose. Gbagbo n'avait qu'une vision pour son pays, collaborer avec d'autres pays dans une compréhension d'intérêts mutualistes de manière mutuelle, dans une coopération gagnant-gagnant, non pas dans une relation déséquilibrée. Et cela faisait peur. L'indépendance d'esprit, le fait qu'on ne puisse pas imposer quelque chose à un tel président, cet exemple-là pouvait être contagieux, contaminer d'autres. Mais quand vous voyez certaines choses, il s'est trouvé certains chefs d'État qui étaient un peu inquiets. S'ils prenaient visiblement position, peut-être qu'eux-mêmes, ils allaient subir la foudre. Voyez-vous, quand des chefs d'État sont obligés d'avoir cette posture, ça vous montre que la situation est suffisamment grave. Donc le président Gbagbo faisait peur par rapport à sa vision et par rapport aux actes qui étaient consécutifs à cette vision. L'intérêt de la Côte d'Ivoire, l'intérêt de l'Afrique, une Afrique libérée. Mais tout cela allait également de pair avec un instrument économique, financier qui nous affranchisse de notre dépendance, voyez-vous, du franc français, par là après de l'euro, dont la convertibilité n'est assurée que par le franc français. Vous savez que c'est à Chamalières, à Clermont-Ferrand, que le franc CFA, sur la base de, comment on dit ça, de son estampillage, on va appeler ça comme ça, c'est là que tout se passe, tout se dessine en ce qui concerne la monnaie du franc que nous appelons le franc CFA. Une monnaie qui ne vaut rien. Quand vous franchissez, voyez-vous, la communauté du franc CFA, quand vous allez dans une communauté comme celle de l'Afrique, de la CAEC, ça ne vaut plus rien. Quand vous venez dans les autres pays du monde, ça ne vaut plus rien. Il faut prendre une autre devise. Et dans cette crise que nous avons connue, post-électorale, où la France a piétiné plus que les droits humains en faisant l'embargo, des banques ont été fermées, des banques privées, où des Ivoiriens privés avaient leurs comptes pour ne pas qu'ils aient accès à leurs comptes.
le président Gbagbo était en passe de créer les conditions d'une monnaie qui nous affranchisse de notre dépendance absolue vis-à-vis d'un pays comme la France, mais disons de la France-Afrique. Et tout ce processus-là ne pouvait pas lui être pardonné. Mais ce qui ne pouvait pas être pardonné également au président Gbagbo, c'est cette personne qui met au-dessus de tout le respect de sa propre constitution, donc des droits fondamentaux, des lois. Quand un président français l'appelle, il dit « Oui, mais moi j'applique ma constitution ». Mais quel est celui-là qui met en avant la constitution? Mais le président Gbagbo répond, comme nous tous avec lui, lorsque vous faites en sorte que toutes les combines se font autour de votre constitution, vous la mettez de côté, vous la dévoyez, mais tout le processus est brouillé. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui fait que nous sommes des citoyens d'une nation? C'est la loi fondamentale, c'est la Constitution qui fait de nous des citoyens. Nous refusons d'être des sujets de la France-Afrique pour être des citoyens africains, libres, indépendants et fiers de l'être. Mais ça, on ne pouvait pas pardonner au porte-flambeau d'une telle idéologie. Mais on a vite fait de confondre le fait que Laurent Gbagbo soit porteur d'une telle idéologie avec le fait qu'il était contre les intérêts français. Mais Gbagbo n'a pas besoin d'être contre les intérêts français, ni contre les intérêts italiens. C'est le jeu aujourd'hui de la globalisation, de l'offre et de la demande. Si la France ou l'Italie est le meilleur disant sur telle ou telle expertise, mais c'est celui qui l'emporte. Parce que je me rappelle d'Ormejo qui donnait cet exemple incroyable que Bouygues voulait revoir le contrat de l'électricité et la seule clause que la Côte d'Ivoire voulait changer, c'était d'acheter le gaz sur le marché national au lieu qu'international, comme ça les prix ne vont pas augmenter, flamber. Et déjà seulement ce petit détail, on ne le voulait pas. On ne voulait pas. Donc, alors, non, mais vous comprenez déjà, ces exemples ont été donnés par les spécialistes du domaine. Est-ce que vous voyez? Mais vous comprenez lorsque la question de la monnaie se pose. Et croyez-le, ce n'est pas depuis des décennies que le président Laurent Gbagbo avait réfléchi à une monnaie alternative, même si cette idée flottait dans notre inconscient comme une nécessité catégorique dans la mesure où vous ne vous développez pas en étant accroché, arrimé à la monnaie de l'autre qui fait plutôt rentrer les devises chez lui. Mais avec la crise, cette idée s'est imposée. Et la Côte d'Ivoire était en passe d'aller dans cette direction-là. Et cet exemple, lui seul, voyez-vous, vous donne tous les autres exemples. Ça vous donne tous les autres exemples. Mais je voudrais pouvoir m'arrêter sur ce point pour dire que la communauté internationale a besoin de se ressaisir parce que je crois qu'elle s'est trouvée dans une situation où elle n'écoutait que les informations ou les versions qui lui étaient données par la France. Vous savez que c'est la France qui inspire toutes les clauses des résolutions, etc., lorsque ça concerne ces anciennes colonies au niveau du Conseil de sécurité, du Conseil de sécurité de l'ONU. Vivement qu'advienne et rapidement une nouvelle loi de la gouvernance internationale. La gouvernance internationale a besoin d'être revue pour ne pas que nous en soyons encore à la période où nous sommes sortis de la Deuxième Guerre, où certains ont partagé le monde sur la base de la nouvelle victoire. Mais c'est aussi très grave parce que le problème qu'on a, c'est que, par exemple, on a des rapports des Nations Unies, comme celui de 2012,
qui sont complètement faux. Et moi, j'étais choquée de lire votre livre que vous avez publié, qu'ils n'avaient même pas contacté les gens qu'on accusait de djihadisme, carrément, donc en jetant des mots sans significant, et en voyant l'analyse. Donc, le besoin maintenant de carrément faire des contre-rapports à des rapports des Nations Unies ou même des ONG. Parce que justement, vous parlez aussi de cet aspect du crabisme de certains ONG qui ne prennent pas des positions, qui vont sortir un papier, comme le cas de Amnesty International qui était très grave, qu'ils ont sorti le papier sur les Forces Nouvelles seulement après Marco VI, donc en allant à Marco VI avec d'autres éléments. Mais voilà, cette rôle, si vous pouvez juste parler de cette publication que vous avez faite du contre-rapport au rapport des Nations Unies qui ne tient pas debout. Bien sûr, j'en dirai un mot, mais je voulais terminer sur le fait que la résolution du Conseil de sécurité ou toutes les autres résolutions, quand ça concerne nos nations, nos États africains, montrent très bien qu'il y a une urgence de réformer la gouvernance mondiale. Parce que dans ce XXe siècle, il n'est pas acceptable que quelques États qui ne se comptent pas sur la dizaine, sur les deux mains, rien que 6, puissent décider de tout à la place des autres. Vivement qu'une nouvelle gouvernance s'impose et qui prenne en compte les intérêts des plus petits, mais qui sont effectivement les plus nombreux. Or, aujourd'hui, ce qui se donne à l'observation, c'est la toute-puissance du petit nombre sur le grand nombre. Et cela est inacceptable. Et c'est ce qu'on nous a imposé. Je vous ai dit, au nom des armes lourdes, dont on a dit qu'il fallait faire la destruction, on a détruit tout le tissu de la Côte d'Ivoire. Mais, madame, est-ce qu'on vous a déjà montré à la télévision? Est-ce que la communauté internationale vous a déjà montré une prise de vue de ces armes lourdes qui ont été détruites au moment où ils se sont attaqués à la résidence, au palais résidentiel de la Côte d'Ivoire, où ils sont allés kidnapper le président Laurent Gbagbo? Vous avez vu des armes lourdes qu'on vous a montrées ou détruites dans le périmètre de la présidence de la République? Par contre, tous ceux qui avaient été tués, il y avait des étudiants qui manifestaient, qui faisaient un cordon pour défendre le président de la République. Où sont-ils aujourd'hui? Voyez-vous, quand on a ces choses-là, aujourd'hui, la morale internationale qui devrait accompagner la politique et la gouvernance mondiale devrait être de mise pour que vous-même ici, dans vos sociétés, en tant que journaliste, en tant qu'organisme des droits défendant les droits de la personne, vous soyez également très interpellatif. Or, vous êtes peu interpellatif. Vous êtes trop bruyant quand il s'agit de personnes qui portent le drapeau de la souveraineté, de l'indépendance vis-à-vis de vos États, vis-à-vis de vos intérêts. Vous êtes peu bruyant quand ce sont d'autres personnes, mais quand ce sont ces personnes-là qui sont porteuses des idéaux, comme ce que je viens de décrire, les organismes de défense des droits de l'homme, y compris toutes les voix qui pouvaient s'élever, deviennent des voix muettes. C'est ça qui est scandaleux. Et même la presse qui se prévaut d'être indépendante, ici, en Europe, montre
a montré toutes ses limites, sa dépendance vis-à-vis du sommet de l'État, simplement pour être en phase avec les intérêts de son État. Mais ce n'est pas ça les valeurs. Ce n'est pas cela les valeurs que nous voulons défendre. Les organismes de défense des droits de l'homme, qui étaient si bruyantes quand Laurent Gbagbo était aux affaires, pour nombre d'entre elles, sont devenues silencieuses avec ce que nous observons en Côte d'Ivoire. Sous le régime de Ouattara, un régime liberticide, un régime dont les personnalités ne connaissent que la violence. Je vous ai montré l'histoire de notre parcours. Dans ce parcours-là, vous ne trouvez pas de violence. Vous ne trouvez pas de recours aux armes. Mais prenez leur cas. Le recours aux armes est la permanence, la constance de leur trajectoire. Entre ça, que vous avez à observer, que la presse occidentale a observé, que les organismes de défense des droits de la personne a observé, on ne peut pas supporter plus longtemps votre silence qui devient un silence coupable. C'est ce que j'ai appelé le crabisme des organismes, de certains organismes de défense des droits de la personne dont on se cache. Le lendemain, on se découvre, etc. Le silence des pantoufles. Vous retrouverez ça également dans l'article que j'ai produit dans le cadre de l'ouvrage que vous avez cité. Oui, le silence. Ou vous dites je suis silencieux et on vous comprend et vous ne faites rien, vous ne dites rien. Mais lorsque vous êtes engagé sur une cause, votre silence devient un silence coupable. Mais pire, il y a même des informations qui sont fausses. Qui sont manipulées. Vous vous souvenez, à l'époque, on avait parlé de la poudrière identitaire avec Benoît Schauer, le Belge. On avait monté ce qu'on avait appelé, excusez-moi, le charnier de Yopougon. Mais il n'a jamais eu de charnier. Nous l'avons démontré d'un point de vue purement criminologique. D'un point de vue criminologique. Moi, je suis professeur aujourd'hui à l'UFR de criminologie, en tant que psychologue clinicien. J'appartiens à l'UFR de criminologie. Mais nous savons, du point de vue de la criminologie, du point de vue de la criminalistique, simplement, lorsque vous avez un cadavre qui a dans ses poumons de l'eau, oui, cette personne-là, c'est dans un point d'eau, rivière, lagune, mer, que la personne est nécessairement morte. Mais lorsque vous avez dans ce montage des personnes qui ont de l'eau dans leurs poumons, alors que sur près de 50 km, vous n'avez aucun point d'eau, vous vous dites, mais ils sont forts dans le montage. Mais heureusement que nous nous interrogeons et que l'expertise a été faite par la médecine légale et que sur ces cadavres-là, on a vu que certains avaient les poumons avec de l'eau. Donc on a monté plein de choses, comme on sait faire de la guerre psychologique aujourd'hui, comme on sait faire des révolutions dans telle ou telle région du monde, simplement pour servir un tel intérêt géostratégique. Mais c'est scandaleux de voir ce que nous voyons aujourd'hui au niveau international. Regardez même la Libye, qui a été dénaturée. Regardez l'Irak, qui a été dénaturé. C'est toujours au nom d'armes lourdes. Regardez aujourd'hui au niveau de la Syrie, et heureusement
qu'un grand pays comme la Russie se réveille pour dire mais on ne peut pas continuer à laisser faire de cette manière-là. Mais même à l'époque, la Russie et l'Inde avaient dit la résolution n'avait pas parlé de changement de régime. Exactement, exactement. Donc on instrumentalise les résolutions du Conseil de sécurité pour aller à des fins qui sont totalement autres que les fins qui servent l'humanité. Voilà ce que moi j'ai pu dire et je pense qu'au niveau des associations que je respecte, je salue au passage Amnesty International. Parce qu'à l'époque, quand moi-même j'ai été arrêté, Amnesty International m'a défendu. Je m'en souviens encore, j'étais étudiant à l'université de Toulouse, responsable de la FIANF et de l'UNESI, l'organisation dont j'ai parlé tout à l'heure. En Côte d'Ivoire, j'ai été arrêté, enfermé à Bouaké, dans le camp militaire, après avoir été enfermé dans la prison militaire du camp Gallieni. Mais ça nous a valu une période très difficile où la présence d'Amnesty International à nos côtés a été payante parce que nous avons fini par être libérés grâce à cette pression, à cette information. Et là, c'était déjà autour des années... moi, j'ai été arrêté dans cette période-là aux années 60... je ne sais même plus si c'est 76, 77 étudiants. Mais pourquoi cette même Amnesty, au moment de Marcoussis, ne nous révèle pas ce qui était quand même les exactions accablantes des forces nouvelles en 2002 jusqu'à la fin de 2002? Pourquoi ils n'ont pas sorti ce rapport et donc on arrive à Marcoussis sans cette information accablant vers les forces nouvelles? Voilà les interrogations dont nous avons été, on va dire, les relais dans notre premier ouvrage. Parce que vous comprenez, lorsque nous qui étions et qui sommes toujours en exil, accusés simplement d'être des pro-Gbagbo, terme qu'il faut bannir, oui, nous appartenons à un camp qui est celui du président Laurent Gbagbo. Ici, vous utilisez des termes pro-Sarkozy, pro-Berlusconi, pro-ceci. Je n'ai jamais entendu ça ici. Il y a des termes comme ça, de catégorisation, qui sont plus facilement acceptables pour nos amis africains. Non, il faut arrêter cela. Et il faut arrêter d'accuser les gens sans en apporter la preuve, mais sans avoir, je veux dire, la rigueur intellectuelle élémentaire d'aller vers ces personnes-là pour avoir également leur version. Parce que même quand vous êtes accusé d'un crime, on vous interroge pour avoir votre version. La preuve, c'est que c'était un pré-rapport. Le rapport définitif n'a plus mis l'accent là-dessus. Un rapport d'experts des Nations Unies où on a toujours été accusé d'être les fomenteurs de coups d'État liés à des réseaux internationaux. On a même dit pour certains des nôtres avec des djihadistes. Mais croyez-vous que les militants engagés dans la cause de la souveraineté nationale, que nous sommes, qui sommes aujourd'hui en exil, nous avions nous à coquiner avec des gens engagés dans le djihadisme? Non, je crois qu'ils ont vite compris qu'ils avaient tapé à côté. D'ailleurs, l'ONU n'a pas donné suite à ça, puisque le rapport définitif a laissé tomber cela. Mais, généralement, ce qu'il faut observer, madame, lorsque la rébellion a été portée à bout de bras, lorsque la rébellion en Côte d'Ivoire a été portée à bout de bras, je vous assure que nombre d'organismes de défense des droits de la personne, comme la plupart des organes de presse occidentaux, ont cru bon devoir être totalement au service de leurs États contre les petits États qui pouvaient crier trop haut et fort. Voilà ce que ça nous a donné à observer. C'est ce que nous avons voulu montrer pour dire non, ça suffit. La justice totalitaire en Côte d'Ivoire,
la justice d'un camp, des vainqueurs contre ce qu'on appelle aujourd'hui simplement les vaincus, qu'on appelle les pro-Gbagbo. Mais vous imaginez, madame, des personnes qui ont porté le glaive au sein de la Côte d'Ivoire, qui ont poignardé la Côte d'Ivoire. Des milliers de personnes sont mortes par cette rébellion revendiquée par des personnes, ou non revendiquées par des personnes, mais des personnes qui ont été citées comme étant les soutiens de cette rébellion, comme M. Ouattara. Et tous ces rebelles sont libres de leur mouvement en Côte d'Ivoire. Les rebelles ont des promotions jusqu'au plus haut de la hiérarchie de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont tué, ils ont violé. Certains d'entre eux ont bu le sang de leurs victimes. Voyez-vous, des choses bestiales qui sont en dehors de tout entendement humain. Et des personnes dont je vous ai décrit la trajectoire de leur engagement politique au quotidien, se trouvent en prison. Gbagbo se trouve en prison avec Blé Goudé. L'épouse de Gbagbo se trouve en prison. Michel Gbagbo se trouvait en prison. Nombre des camarades du Front populaire ivoirien ou de la mouvance présidentielle se trouvent en prison. Nous nous retrouvons en exil, des milliers et des milliers, pendant que des usurpateurs du pouvoir imposés dans cette imposture par la communauté internationale qui disait simplement Gbagbo s'est accroché au pouvoir, il a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il n'a pas voulu céder le fauteuil à Ouattara qui était l'élu. Mais ce n'est pas la communauté internationale qui définit qui est l'élu. Ici en France, c'est le Conseil constitutionnel qui définit qui est élu. En Italie, non. Mais pourquoi cela serait-il valable pour la Côte d'Ivoire? Il y a chez nous une seule structure qui décide qui est élu, c'est le Conseil constitutionnel. La commission électorale indépendante donne les premiers résultats, mais en dernier ressort, c'est le Conseil constitutionnel, en tant que juge constitutionnel de la conformité de l'élection avec toutes les normes que nous nous sommes données, qui dit qui est élu. Et c'est ce que le Conseil constitutionnel ivoirien a fait. On a prétendu que le Conseil constitutionnel avait donné le président Gbagbo le rang vainqueur parce que c'est un Conseil constitutionnel fantoche, dirigé par son homme, que cette personne a été nommée par lui. Mais ici en France, dites-moi, qui nomme le président du Conseil constitutionnel français? Au regard de la Constitution française de 1958 que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est le président de la République qui nomme le président du Conseil constitutionnel. C'est le président Jacques Chirac. Au sortir de Linas Marcoussi, un an après Linas Marcoussi, qui a nommé Pierre Mazeaud, président du Conseil constitutionnel français, après que ce monsieur ait rempli sa mission, celle de déposséder le président Laurent Gbagbo de son pouvoir au profit des rebelles. C'est ça la vérité. C'est le président de la République qui a nommé donc Pierre Mazeaud. Pourquoi ici on n'a pas dit que ce Conseil constitutionnel était fantoche? Mais c'est le même Chirac qui a nommé M. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel français actuel. Sarkozy, puisqu'il a respecté la constitution de son pays, n'a pas nommé de président d'un Conseil constitutionnel, puisque le mandat du président du Conseil constitutionnel, c'est 9 ans. Lui, il finissait son mandat, donc il ne pouvait pas nommer quelqu'un. Mais au nom de quoi, en Afrique, en Côte d'Ivoire, les choses seraient totalement différentes? Non, ce n'est pas acceptable. Nous avons produit un ensemble d'ouvrages que vous avez lus. Le premier, c'est sur le rapport d'experts de l'ONU, que j'ai coordonné. Les deux autres spécifiquement sur la CPI, l'un qui porte sur la présence de Laurent Gbagbo à la CPI, et nous interrogeons justice ou imposture. Et le deuxième ouvrage, ce qui s'appelle l'introuvable preuve contre le président Gbagbo.
Nous préparons un troisième ouvrage qui sera pratiquement prêt d'ici 1 mois, 2. Maintenant, sa sortie dépend donc de l'éditeur. Mais en centrant nos préoccupations sur la dernière audience de confirmation des charges et des charges qui ont été portées contre le président Gbagbo, comme sur l'opinion dissidente de la juge belge dans le cadre de ce procès-là. Nous pensons que la CPI, quoi qu'il puisse en dire, apparaît aujourd'hui simplement comme une cour pour l'Afrique, une cour pour les Noirs, une cour pour les petits, pendant que les grands sont à l'abri de tout. Vous savez qu'il y a de nombreux pays européens ou du monde qui n'ont pas signé, qui n'ont pas ratifié le traité de Rome. Vous le savez, les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome, pour ne citer que cet État-là. Mais alors, on peut, par instrumentalisation du Conseil de sécurité, par instrumentalisation des chefs d'État qu'ils ont imposés à la tête de certains États, amener des chefs d'État parce que leur option que j'ai indiquée tout à l'heure de la souveraineté, etc., était incompatible avec les intérêts des grands, les amener devant la Cour, simplement pour cela. Madame, c'est cela, parce que le président Laurent Gbagbo, je vous ai décrit son parcours. Si on a prétendu que le président Gbagbo était effectivement coupable de ce dont il est accusé, les preuves devaient être abondantes. Les preuves, dit-on, ont été insuffisantes. Et au jour du procès, on n'a pas produit d'autres preuves. De nouvelles preuves n'ont pas été produites. Je vais vous prendre un exemple. On dit que le président Gbagbo a voulu se maintenir au pouvoir coûte que coûte longtemps avant même les élections. Et par ses déclarations, y compris son discours de Divo à l'installation de l'unité de la CRS, compagnie républicaine de sécurité, il a dit votre ennemi aujourd'hui, c'est un tel. Il pensait donc à Ouattara, il pensait aux pro-Ouattara, il pensait aux civils qu'il fallait tuer, etc. Mais voyez-vous, c'est trop petit. Parce que le président Gbagbo est un historien. Et nous savons l'histoire de la création des CRS en France. C'est cet exemple-là qui a été à la base de la création des CRS, la compagnie républicaine de sécurité. Il s'agit de lutter contre l'insécurité en ville, de sécuriser les manifestations, les malfrats en ville, etc. C'est tout simplement cela que le président Laurent Gbagbo rappelait. Mais on lui met sur le dos le fait que ces discours-là préparaient déjà les esprits pour une impunité contre ceux qui poseraient des actes contre les partisans de Ouattara. Alors que ça, ce n'était dans la tête de personne que même Ouattara serait dans un jeu quelconque. Est-ce que vous voyez? Des lances de lit pour montrer que même ce qu'on appelle le premier tour des présidentielles, Ouattara n'était pas au deuxième tour. Beaucoup de gens donnent effectivement Bédié comme étant celui qui était effectivement au deuxième tour. Alors, quand vous voyez cela, la manipulation qui est à la base de tout cela, et que ce soit Laurent Gbagbo qu'on amène à la CPI, et que ces chefs de guerre, depuis les chefs de la rébellion, les chefs de guerre pendant la crise post-électorale, se baladent dans toute la Côte d'Ivoire, et que c'est le président Gbagbo qui est de l'autre côté, sans preuve suffisante, ça montre très bien que
la gouvernance mondiale dont j'ai parlé, mais dans sa dimension judiciaire ou juridique, nous interpelle. Nous interpelle, non pas seulement nous, Africains. Et je salue que l'Union africaine, par la voix de Mme Zuma, d'abord par la voix de nombre de chefs d'État anciens ou qui sont aux affaires, qui disent aujourd'hui, la CPI, il faut qu'on s'arrête avec ça. Et que s'il y a effectivement des gens à juger, qu'on puisse les juger en Afrique. Une cour pénale africaine, mieux vaut celle-là qu'une cour qui est faite apparemment rien que pour juger ceux qui sont des insoumis, qui ne sont pas dociles pour assumer ou assurer la prédation de nos États. Moi, je respecte les journalistes parce qu'il y a des grands journalistes, ici comme en Afrique. Mais lorsque des intérêts majeurs des États, comme des États français, etc., interviennent, on a le sentiment qu'il y a une loi du silence. Une loi du silence coupable. Je n'en dirai pas plus. Et lorsque, ici, il y en a qui se lèvent pour donner des leçons, je crois qu'ils devraient se faire tout petits, à l'exemple de ce qu'ils font dans nos pays. On a parlé tout à l'heure des experts de l'ONU. Nombre d'entre eux restent dans leurs hôtels, produisent des petits rapports sur Internet pour justifier le pécule qu'ils vont percevoir. Mais tout cela n'est pas moral. Il faut arrêter avec tout cela. Il faut arrêter avec tout cela. Et arrêter avec tout cela, c'est ne pas également s'inscrire dans tous les jeux de la déstabilisation de nos partis de lutte, comme le Front populaire ivoirien, qui est un parti de lutte pour mettre fin à tout ce que nous avons décrit, que nous trouvons vilain. Et c'est pour cet engagement que le président Laurent Gbagbo a créé le Front populaire avec quelques camarades. Ce Front populaire-là, aujourd'hui, le pouvoir Ouattara veut se donner des interlocuteurs que lui-même a désignés. Il faut arrêter avec ça. Et le président Gbagbo suit ça de très près. C'est lui le leader naturel du Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, le président par intérim du Front populaire ivoirien s'appelle Aboudraman Sangaré. Il faut noter cela. Nous nous acheminons vers le congrès qui aura lieu. Nous savons que les périmètres sécuritaires, etc., mais notre congrès aura lieu parce que nous voulons porter à nouveau le président Laurent Gbagbo à la présidence du Front populaire ivoirien, où qu'il soit, à la CPI ou autre. Nous continuerons à mener la lutte, non pas pour nos propres intérêts, mais dans l'intérêt des deux objectifs, des deux principes que je vous ai précisés. La bataille pour la souveraineté, pour l'indépendance réelle, pour libérer réellement nos États, nos pays, l'Afrique, et la bataille pour plus de partage, pour plus de solidarité entre les peuples africains. Plus de partage et de solidarité, c'est cela le socialisme. Mais pour plus d'amitié entre les peuples français et ivoiriens, dont l'opinion a été souvent manipulée. Pour plus d'amitié entre les peuples ivoiriens et burkinabés, dont l'opinion a été souvent manipulée, parce qu'on a utilisé certains des nôtres. On a instrumentalisé certains des nôtres contre nos propres intérêts. Nous avons besoin de retrouver la véritable amitié entre les peuples africains, entre les peuples ivoiriens et burkinabés, entre le peuple français et le peuple ivoirien. Et que l'instrumentalisation dont certains sont l'objet par les pouvoirs occidentaux, nous en prenions conscience pour voir où est l'intérêt réel de l'Afrique, dans la coopération et dans l'objectif clairement défini, partager
et qui nous amène à poser les vrais problèmes de l'Afrique.